Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Mélibus. Alors, avec nos débatteurs en fait ce matin, nos chroniqueurs, pour revenir sur tous les sujets en fait d'actualité, on en a beaucoup évoqué ce matin. Alors, il y a le trafic de drogue à Marseille. Là, je ne sais pas ce que vont pouvoir proposer les 4 ministres qui vont sur place, parce que c'est un énième plan, comme on l'a dit tout à l'heure avec Samia Ghali et Ravier également, qui est candidat à la mairie de Marseille, qui était notre invité. Et il y a évidemment les incertitudes autour quand même de l'économie, avec peut-être la hausse du prix de l'essence, la baisse des impôts. On va essayer d'y comprendre quelque chose avec Laurent Mauduit tout à l'heure. Et puis, sur la justice, c'est notre question du jour. Est-ce que vous croyez en l'indépendance en fait de la justice ? Et il y a eu cette décision plutôt inédite hier concernant les décrocheurs de portraits qui ont été relaxés. Étonnant ou pas, Laurent Mauduit ? Écoutez, oui, c'est inédit, mais c'est en même temps assez réjouissant, parce que on baigne tellement dans une culture monarchique avec la personne sacrée du chef de l'État que on n'est pas habitué, à une justice à hauteur d'homme, parce que ce que dit les considérants de ce jugement sont assez chaleureux. Et il y a eu un défaut de respect par l'État d'objectifs pouvant être perçus comme minimaux dans un domaine vital, l'urgence climatique. Et donc, moi, je trouve ça assez réjouissant. Alors, je fais même pas référence, vous vous souvenez. Oui, mais enfin, réjouissant, mais alors, si maintenant, effectivement, en fonction... Une action pacifique. Je fais même pas référence aux droits fondamentaux de l'homme. Je vous rappelle que l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme de 1793 reconnaissait aux citoyens un droit d'insurrection en cas d'impérieuse nécessité. Là, c'est même pas de l'insurrection. C'est une insurrection pacifique, juste pour alerter sur la gravité des manquements de l'État à ses engagements en matière climatique. Donc tout de même. Oui, je suis pas certain que le fait de décrocher le portrait du président de la République change quoi que ce soit à l'action ou pas de l'État en matière climatique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a des institutions, il y a des usages de notre pays. Il y a un usage qui est que le portrait du président de la République figure dans toutes les mairies, figure dans les bureaux des ministres, figure dans les bureaux des chefs d'administration, etc. Moi, au risque de paraître pour un vieux réac. De toute façon, c'est le cas. Je crois à l'ordre, et que je considère, comme le général de Gaulle, que l'ordre est une condition du progrès. Voilà. Je sais pas. Aller décrocher le portrait du président de la République. Même si on n'a pas c'est symbolique. Même si on n'a pas bien sûr, même si on n'a pas une fascination pour le président de la République, ce qui est mon cas. Paradoxal. Voilà. Je pense que on touche pas à certains usages. Oui, enfin vous avez raison, il y a des institutions, il y a des usages, sauf que je rappelle quand même que quand on respecte les institutions et les usages, au final, on s'aperçoit dans cette société, c'est une réalité, qu'on aboutit à rien. On l'a vu quand même ces derniers mois avec les Gilets jaunes, je suis désolé de le dire, mais c'est une réalité. Là, on est sur quelque chose de symbolique, et moi je suis assez d'accord avec Mauduit. C'est-à-dire que cette histoire de ces magistrats qui finalement donnent raison à ces décrocheurs de portraits de Macron, je trouve ça finalement plutôt amusant et sympathique. Alors, peut-être que c'est pas un bon signal envoyé à la population, aux Français en colère, etc., etc. Mais enfin bon, si on ne peut plus avoir un minimum de liberté dans ce pays, alors changeons de système, devenons une bonne dictature. Ça va faire plaisir à quelques personnes sans doute, et au moins les choses seront claires. C'est ce que disent les attendus de ce jugement, qui sont très intéressants, c'est que le mode d'expression des citoyens en démocratie ne se réduit pas seulement à l'expression du suffrage universel. Il peut y avoir d'autres formes d'action. Et donc je trouve que c'est peut-être surtout quand le résultat du suffrage universel en général n'est pas respecté. Donc au bout d'un moment. Voilà. Donc on verra si on appelle, parce que le parquet évidemment a fait appel. Mais vous savez qu'il y a 12 autres procès de décrocheurs qui sont prévus dans les jours qui viennent. Il y a eu des jugements contraires. Il y a eu d'autres décrocheurs qui ont été condamnés. D'autres ont été relaxés sur d'autres motifs. Donc ça veut dire que les juges sont indépendants et font leur travail finalement selon qu'ils soient plutôt. On va y venir. Ce qui n'est pas indépendant, c'est le parquet. Le parquet n'est pas indépendant.
indépendant. Ouais. Bon, moi, il y a un tout petit truc que je voudrais savoir dans cette histoire, c'est comment sont venues en fait au tribunal les personnes qui étaient poursuivies, puisqu'elles attaquent en fait le président de la République sur l'inaction climatique. Si elles sont venues en voiture diesel ou en voiture, etc. C'est bas. Non mais c'est bas comme cette action. Je ne sais pas. Comme cette action. C'est un peu facile. Elles utilisent en fait leur téléphone. Non mais à un moment donné, il faut arrêter. Je trouve ça un peu. Vous avez raison. C'est facile. On n'arrête pas de parler d'écologie les uns les autres et on roule avec des voitures qui polluent. Eh ben voilà, c'est ça. Et puis surtout, on utilise en fait les téléphones. Vous savez que les téléphones, les ordinateurs polluent davantage d'ailleurs que. Et si que vous les aviez des voitures, preuves du soupçon que vous distillez, ce serait plus crédible. Vous êtes toujours en SUV, vous ou pas? Non, moi, je suis pas en SUV. Bon, très bien. Non. Bon, d'accord. Mais bien sûr, mais mais après, c'est évidemment ce que l'on propose aussi comme voiture. Et comme il n'y a pas que les voitures d'ailleurs, c'est l'ensemble en fait des modes, l'ensemble des modes de chauffage en fait des bâtiments où qu'on soit, etc. Donc à partir de ce moment-là, on va pouvoir. Mais il faut bien commencer par quelque chose. Tout. Oui, mais on va pouvoir tout contester, quoi, Laurent. Non oui, mais il faut bien commencer par un bout, quoi. Encore une fois, rappelons-nous. Pour changer les choses. Là, je faisais référence à des déclarations des droits de l'homme, mais on pourrait faire référence à d'autres textes dans la littérature. La Boétie, le devoir de dire non, c'est le premier signe pour sortir de la servitude volontaire, disait la Boétie. C'est bien, dire non, s'opposer. La démocratie, c'est le dissensus, c'est l'expression des opinions contraires. Heureusement que la justice le consacre. Oui. Yves de Kerdrel ? Non, c'est tout à fait juste que la remarque que vous faisiez sur le fait que effectivement on peut être schizophrène en se battant pour le climat et tout en allant avec un SUV au tribunal pour recevoir cette SUV ou pas besoin voilà. Mais et en fumant des cigarettes quoi. Encore une fois sur cette question climatique comme sur beaucoup d'autres grandes questions qui agitent actuellement la société. Je trouve, et ça va faire sourire Laurent Mauduit, qui me connaît comme libéral. Je trouve que il manque encore, et je vais faire une deuxième référence au général de Gaulle, il manque en France un commissariat au plan qui nous fixe des grandes orientations pour les 5 ou 10 années à venir. Pour savoir où on va, quoi. Oui, parce que nous sommes dans une société de défiance où tout le monde a peur de tout le monde a peur de tout le monde, et cette histoire de décrochage en est une illustration. C'est une défiance, un acte de défiance à l'égard du président de la République, et c'est ce qu'il y a de pire. C'est cette société. Mais c'est pour de défiance. Sensibiliser aussi sur des questions. Cette défiance touche même aux voisins. À l'étranger. Non. Cette défiance, Yann Algan qui est un économiste qui en a fait un livre, montre que jamais on a été à ce point dans cette société de défiance. Alain Perfit en avait fait le mal français, il avait expliqué que c'était le mal français. C'est pas nouveau alors. Parce que le jugement est très précis. Le jugement dit, le magistrat le documente, c'est que l'État n'a pas respecté ses engagements en matière d'émissions de gaz à effet de serre et sur la part des énergies renouvelables. Et il dit, il y a eu des engagements qui ont été pris, qui n'ont pas été tenus, donc des citoyens ont le droit de le contester de cette manière symbolique pour alerter l'opinion. Donc je trouve que c'est assez... Alors, ce que disait Christophe Bordet tout à l'heure, c'est que finalement, il y a une indépendance de la justice, alors moi, alors, rentrons dans le vif du sujet. Même si ce sera notre débat tout à l'heure à 9h30. Prenons l'exemple de Jean-Luc Mélenchon. Mon sentiment, c'est qu'il y a une faute gravissime commise par le parquet. Le parquet n'est pas indépendant et enquêtant sur un homme qui est le principal opposant, son devoir aurait dû être aussitôt de se dessaisir pour transmettre l'affaire à un juge d'instruction qui, lui, est indépendant. Voilà. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut aussi dire le reste. C'est qu'on ne peut pas passer du même coup, comme le fait Mélenchon, de l'autre côté du cheval et dénoncer toute l'injustice et donc se montrer solidaire de Ferrand, parce que je trouve que haïr la justice, comme d'ailleurs haïr la presse, c'est haïr la démocratie. La justice, on peut la critiquer, elle fonctionne mal, parfois elle fonctionne même très mal, il faut donc la critiquer, mais pas la dénoncer. Et Mélenchon passe de l'autre côté du cheval, et donc du coup c'est un discours qui va à l'encontre des principes de l'état de droit, c'est un discours populiste. Et vous avez vu par qui il est applaudi. C'est grave. Par qui est-il applaudi ?
par tous ceux qui détestent les fonctionnements de l'État de droit. Le Rassemblement national a applaudi aussitôt la déclaration de Mélenchon, c'est assez stupéfiant. Ouais. Et vous vous rendez compte, vous êtes militant François de la France... Bayrou aurait pu applaudir. Vous êtes militant de la France insoumise à Brest, et vous entendez ce que Mélenchon dit sur Ferrand, alors que l'affaire Ferrand est une affaire grave. Ouais. C'est un juge d'instruction indépendant qui enquête maintenant. Donc il y a une sorte de mélange. Et vous remarquerez que par ailleurs, Mélenchon ne se prononce pas pour l'indépendance du parquet. Alors que ce serait alors que le parquet à Brest avait classé immédiatement l'affaire Ferrand. Pour prescription. Le procureur pour prescription. Ouais. Circuler, il n'y a rien à voir. Ouais. Il y a quand même enrichissement sans cause à hauteur de 580 000 euros de quelqu'un qui est le quatrième personnage de l'État, qui n'en tire même pas les conclusions. Alors ça, on arrive sur le volet politique. Là, on est vraiment sur une affaire absolument scandaleuse. Et je n'ai rien d'autre à ajouter par rapport à ce que Laurent Mauduit a dit. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Il y a des juges qui sont très indépendants, et le problème, c'est les parquetiers et le parquet, les procureurs qui sont en ligne directe, avec la chancellerie, avec la direction des affaires criminelles et des grâces au ministère de la Justice. Je vous demande de vous arrêter. Voilà. C'est clair. Oui. Vous avez vu, c'est Richard, c'est notre technicien. Je croyais que c'était Édouard Balladur. Bon, en tout cas, effectivement, sur les parquets, parfois ça glisse. Donc voilà, c'est exactement. Oui, on en parlera tout à l'heure. Croyez-vous en l'indépendance de la justice? Ce sera notre débat à 9h30. Et puis dans un instant, on va revenir aussi sur la baisse des impôts et puis toujours le risque quand même. Il y a beaucoup de gens qui sont inquiets là sur l'éventuelle hausse des prix de l'essence. Oui, restez avec nous, continuez de commenter bien sûr sur les réseaux sociaux. On a besoin de vous, 0826 300 300. Et c'est la suite du petit déjeuner de l'actu ce matin avec Laurent Mauduit, Yves de Kerdrel et Christophe Bordet. Vous nous appelez 0826 300 300 si vous avez des sujets qui vous intéressent et que vous voulez évoquer. On va parler du prix de l'essence aussi. Oui, on va parler du prix de l'essence dans un instant. On l'évoquait déjà hier, mais ça pourrait augmenter. On va parler aussi des impôts. Peut-être d'un mot également, Laurent Mauduit, Yves de Kerdrel, Christophe Bordet. Cette application d'Emmanuel Macron là, pour suivre ses ministres, vous avez vu ça depuis hier. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça suscite quoi chez vous? Il y a un aspect, comment dire, la start-up nation. Donc tout s'est transformé en entreprise. Alors il y a l'aspect un peu cosmétique qui est cette application. Il y a d'autres choses derrière beaucoup plus graves, comme des sujets techniques, on n'en parle pas. Mais si vous regardez la réforme de la comptabilité publique, autrefois il y avait une séparation entre celui qui ordonnait la dépense et donc un élu et celui qui l'a contrôlé. Là, on va transformer le contrôle de l'État par des systèmes d'audit comme les entreprises privées. C'est-à-dire que de plus en plus, l'entreprise privée devient le modèle du fonctionnement interne de l'État. Et c'est d'ailleurs ça qui est à l'origine des grèves et des contestations au sein de la Direction générale des finances publiques. Une sorte de privatisation des modalités de gestion de l'État. Pour le privé, c'est le modèle. Les hauts fonctionnaires qui sont promus, ce sont ceux qui viennent du privé. Ce style de management vient du privé. C'est ce que vous voulez dire. Privé, et c'est ça que l'État prend. C'est ça qui, je trouve, assez préoccupant. Christophe Bordet, Yves de Kerdrel, petite appli pour suivre ses ministres. On devrait faire ça ici, comme ça je vous suivrai de près, vous. Voilà. Non, mais on rigole, mais ce qui est vrai, c'est que effectivement, on est dans ce moment où le chef de l'État n'est pas chef de l'État en réalité. Il est chef d'entreprise. Et il se comporte comme tel. Et c'est pas ça qu'on attend d'un président de la République. Alors certains attendaient ça aussi. Certains disaient il faut diriger en fait le pays un peu comme une entreprise aussi de temps en temps pour éviter qu'il y ait trop de dettes. Sauf que le problème, c'est que le pays, c'est pas une entreprise. Et donc pour le gérer comme une entreprise, ça paraît quand même assez complexe. Parce que forcément, les sorties et les rentrées, si je puis dire, ça se passe pas tout à fait de la même manière. Donc c'est bien joli sur le papier, mais en réalité, on met la pression quelque part sur les ministres. Moi je me demande quand même avoir des résultats. On note comment sur le critère, l'obséquiosité, celui qui est flagorneux avec la chef de l'État, ou celui qui conteste. Celui qui applique les réformes, normalement. C'est un marqueur pour appliquer des réformes. C'est peut-être que de la poudre aux yeux aussi. Je trouve ça plutôt bien que, comment dire,
on s'intéresse enfin un petit peu à ce que font les ministres, en dehors de se promener dans des voitures avec des pimpons ou d'utiliser les Falcons de l'État pour aller, par exemple, aujourd'hui à 4 à Marseille. Mais ils vont continuer de le faire, je vous garantis. Comment dire, il y a trois sortes de ministres. Il y a les ministres qui portent des parapluies, qui essayent de passer entre les gouttes régulièrement. Il y a les ministres Vous pensez à qui ? Il y a toujours eu des ministres comme ça. Il y a des ministres qui sont des beaux parleurs, et puis il y a quelques ministres qui quand même essayent de faire bouger les choses. Ce serait bien que tous les ministres, c'est leur job. Ministre, ça vient du latin minus, et minus c'était serviteur. On en est loin. Ce sont des serviteurs de l'État, des serviteurs des Français. Ce serait bien que tous les ministres soient au service de l'État et fassent le job. Moi, j'aimerais savoir comment Castaner, par exemple, va être noté dans les prochaines semaines. Parce que s'il envoie la police, comme il l'a déjà fait face aux Gilets jaunes, et s'il y a des violences, etc., on va lui mettre une bonne note parce qu'il y a eu des violences ? Ah bah non, mais peut-être s'il a... Non mais je sais pas, je me pose la question. Oui, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est à suivre, mais ça en dit quand même un peu sur le style de management. Il y a un seul homme qui commande au sommet. Non, c'est pas un travail collectif, c'est... Voilà. Mais c'est inquiétant quand même comme système. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est inquiétant. Vous avez donné, en fait, tout à l'heure dans votre édito politique à 7h20, Laurent Mauduit, des informations sur les baisses d'impôts qui sont prévues pour l'année prochaine, en 2020. 9 milliards. Ouais. Vous dites que ça ne va pas forcément profiter aux plus modestes. C'est prévu pour qui ? Moi, j'ai cru comprendre que c'était un peu les classes moyennes quand même. Bah oui, c'est ça, mais non. Alors les classes moyennes, ça démarre où ? Le mensonge politique ou l'imposture politique, c'est que c'est présenté, ce sont les éléments de langage de la majorité LREM, c'est le tournant social. Le mot revient dans la bouche de tous les ministres, le tournant social. Or, l'impôt sur le revenu, donc c'est la plus grosse mesure, 5 milliards, un peu plus de 5 milliards sur les 9. Je l'ai rappelé, il y a 57% de Français qui ne paient pas l'impôt sur le revenu, donc les plus modestes, eux, rien. Et si vous regardez les études économiques disponibles sur la taxe d'habitation, qui est l'autre mesure, la fin de la troisième étape, donc les 3 milliards pour 2020, ne concerne pas non plus les foyers modestes qui sont déjà sortis du champ. Ouais. Donc, oui, vous l'avez dit, c'est pour comme on dit chez les statisticiens, le 6e ou 7e décile. Ouais. Pas les riches, mais ceux qui sont juste en dessous des riches. Ouais. Donc tournant social, rions. Oui. Yves de Kerdrel et Christophe Bordet. Là-dessus, je suis complètement d'accord, parce que c'est factuel, avec ce que vient de dire Laurent Mauduit. Donc on a des chiffres, des faits, et il n'y a pas à discuter. Effectivement, ça va profiter à une classe moyenne haute, mais supérieure. Moyenne supérieure. Ouais. C'est pas la classe moyenne qui souffre et qui est juste au-dessus des classes les plus populaires. Ça n'est pas quoi, 5 000, 6 000 euros par mois. Je sais pas, mais en tout cas, c'est pas la classe, c'est pas la France des ronds-points et la France des gilets jaunes. Oui, mais enfin, si la France des ronds-points, comme le dit Mauduit, parce que c'est ça que je comprends, a déjà été évacuée quelque part et ne paye déjà plus ou moins déjà d'impôts, s'il y a une nouvelle baisse et qu'elle ne rentre plus là-dedans, c'est quand même a priori normal que cette baisse ne concerne pas cette France des ronds-points qui ne paie déjà plus d'impôts. Vous avez tort pour une raison. Oui, pour une raison. Prenez un exemple d'actualité que Yves a documenté tout à l'heure. Il y a quelques minutes, regardez la hausse de la fiscalité pétrolière qui va découler de la hausse des prix du pétrole. Oui. Mais ça, c'est autre chose, c'est pas l'impôt en tant que tel. Mais non, ça pose le cœur de la question, c'est que le système fiscal français fait qu'il pèse relativement plus sur les foyers modestes, mais notamment comme la TVA, par la fiscalité indirecte, TVA ou fiscalité indirecte, pèse plus sur les revenus modestes. Et donc, s'il y avait une réforme importante à l'écoute du moins des Gilets jaunes, ça aurait été un mouvement
de rééquilibrage pour faire que les hauts revenus payent un peu plus et les bas revenus un peu moins. Parce qu'ils c'est faux de dire qu'ils ne payent pas les revenus modestes, parce qu'ils ne payent pas certes l'impôt sur le revenu, mais ils payent la CSG, ils payent la TVA, ils payent toute la fiscalité indirecte. Mais comme les autres. Comme les autres. Et donc, la vraie réforme fiscale juste serait de faire un peu ce moindre rééquilibrage. Je vous rappelle d'ailleurs à ce sujet-là, sur le thème de la fiscalité indirecte, qui est très important, parce que la première ressource de l'État, c'est la TVA. C'est pas l'impôt sur le revenu. TVA et CSG, voilà. C'est les deux gros morceaux. Et c'est que lors du grand débat national, qui nous a quand même agité pendant 3 mois, il y a eu énormément de propositions, énormément de demandes, de suggestions pour que la TVA sur les produits de première nécessité soit réduite. Oui. Et on n'en a jamais entendu parler. Il faut l'accord de l'Europe. Aucune conclusion. Oui, bien sûr. Alors, allez-y, cherchez l'accord de l'Europe. On rigole. Chirac a bien été le faire pour la restauration. Il n'y avait pas 28 ou 27 à l'époque. Avec la promesse de créer d'emplois, il n'y a pas eu un emploi créé. Il a quand même fait ça pour faire plaisir. C'est Sarkozy, la restauration, non pour faire Non, c'est Jacques Chirac. C'est Jacques Chirac. Ça avait commencé. Et donc, Alain, comment dire, c'est le devoir du président de la République d'aller batailler à Bruxelles. Mais c'était une des demandes les plus importantes, parce que effectivement, les produits de première nécessité, ça touche justement la France des ronds-points. Dans un cas, il y avait cette demande, et dans l'autre cas, pour le rééquilibrage, il y avait la demande de l'ISF. Rendez l'ISF, rendez l'argent. Et donc, le gouvernement n'est à l'écoute ni d'une demande ni de l'autre. Sur l'ISF, je suis d'accord, mais je voudrais quand même juste dire un mot par rapport aux classes moyennes supérieures. Oui. Parce que cette manie permanente que l'on a dans ce pays, pour que tout aille mieux, il faudrait absolument que tout le monde, en réalité, parce que c'est ça, il faudrait que tout le monde vive avec un niveau de vie qui soit en réalité assez bas, parce que c'est ça que la gauche dit. Mais si, il faut toujours raboter par le bas. S'il n'y a pas de locomotive, derrière, il n'y a pas de wagon. J'ai pas dit ça. C'est clair et net. Moi, ce que je revendique, c'est le principe démocratique qui découle de la Déclaration des droits de l'homme, l'article 13. Chaque citoyen doit payer au prorata de ses facultés contributives. Très bien. Les pauvres payent un petit peu, les riches payent beaucoup plus. Pardon, mais les pauvres, ils payent peut-être en TVA, etc. Vous avez raison. Mais quand il s'agit de l'impôt alors sur leurs revenus, vous savez très bien aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'un certain nombre de Français ne payent plus l'impôt sur leurs revenus. Moi, j'aimerais que les gens qui sont au chômage, par exemple, qui ont, je sais pas, 1 000 € par mois, ils donnent 10 €, 20 € symboliquement, mais qui participent à l'impôt sur leurs revenus. Ils ne participent pas à l'impôt sur leurs revenus. Mais ils participent massivement à la CSG. Mais les autres aussi, monsieur. Parce que les politiques, par clientélisme, ont détruit le grand impôt républicain qui était l'impôt sur le revenu. Donc l'une des pistes serait sans doute de fusionner, c'était la vieille idée de Thomas Piketty, fusionner la CSG et l'impôt sur le revenu. Et là, vous vous rendrez compte que dans le bas d'échelle des revenus, les plus modestes paient massivement. Et donc il faudrait supprimer les exonérations, les abattements. Mais je vous fais observer que les exonérations, ceux qui en profitent le plus, ce ne sont pas les bas revenus, ce sont les très hauts. Les très hauts grâce au système Dom-Tom, cinéma. Et vous vous rendez compte qu'un cadre peut payer jusqu'à 32% ou 33% de prélèvement sur l'impôt sur le revenu. Mais hop, vous arrivez au dernier décile, hop, la progressivité chute. Vous vous souvenez, Madame Bettencourt, ce qu'elle payait comme impôt moyen sur le revenu ? Oui, non, mais je suis d'accord. Là, c'est les très très riches. Mais la question, ce serait de refaire un impôt progressif, légèrement progressif. En attendant, il y a un impôt qui est indirect, mais que tout le monde va sentir passer, c'est quand même les taxes, notamment sur les carburants. Et là, alors le problème revient d'actualité. Oui, le problème qui est effectivement d'actualité. Alors, ça surprend Emmanuel Macron parce qu'il ne pouvait pas le prévoir, ça évidemment. Personne ne pouvait le prévoir. Oui, personne. Cette escalade. Quoique depuis un mois, enfin même depuis 3-4 mois, on savait qu'il y avait des tensions entre les États-Unis et l'Iran. Mais le problème, c'est qu'on parle pour l'instant d'une hausse des prix à la pompe de 5 centimes, mais qui va sans doute être beaucoup plus forte. Je croyais qu'il y avait quand même des réserves. L'Arabie Saoudite a des réserves. La France a 3 mois. La France a 3 mois de réserve aussi. Mais les réserves sont faites pour ne pas s'en servir. Oui. Sauf qu'on s'en est servi quand il y a eu des conflits. On s'en est servi quand il y avait des grèves. Oui, des grèves. Quand il y avait des grèves. Quand il y avait des blocus de dépôts pétroliers.
mais pas en cas de hausse des prix. Le problème, c'est que Alexandra Schwarzbrod, que vous interviewez tout à l'heure, il faisait allusion. Le problème, c'est que cette tension dans le Golfe va continuer à monter, et c'est ce qui veut dire que les prix du pétrole vont continuer à monter encore. Et la fiscalité aussi. Et que la fiscalité aussi. Et c'est peut-être cynique à dire, mais c'est un jeu gagnant pour l'État. Parce que c'est comme les cigarettes, plus les prix montent, plus l'État empoche d'impôts. C'est pour ça, Patrick, vous aviez eu tort de dire tout à l'heure, ah oui, mais ça, Macron ne pouvait pas le savoir. Si, on sait depuis très longtemps que les prix pétroliers sont volatiles. Ils peuvent s'effondrer comme il peut y avoir une spéculation très forte, où les pays producteurs peuvent faire de la rétention pour faire monter les prix. Et donc, il y a un problème structurel de la fiscalité pétrolière que le gouvernement... je ne parle même pas de la question de la fiscalité, comment l'appelait-on, mobile, la TIPP flottante. Voilà. Et ce serait une réforme de long terme qu'on pourrait imaginer pour qu'on ne soit pas surpris par une mais moi, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement ne prend pas des décisions toutes simples dans ces moments-là. Alors, la TIPP flottante, je crois que quand ça a été mis en place à l'époque, c'était sous Jospin, je pense. Oui, sous Jospin. Ça n'avait pas eu des résultats exceptionnels. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Cela étant, aujourd'hui, si l'État était un petit peu sérieux et avait pris au sérieux, justement, la contestation populaire, je pense que quand il y a ce genre de problème d'augmentation importante des prix du brut, avec les conséquences que ça a à la pompe, eh bien, on pourrait peut-être agir sur des taxes, effectivement, pour les baisser, tout simplement. Baisser des taxes pour que les gens s'en sortent mieux. Or, l'État, de toute façon, ne le fait pas. Non, mais les gelées, ça ne sert à rien. Parce que c'est ce qui a été fait en 2019. Oui, pour celles qui devaient être mises en place. Oui. D'ailleurs, on est bientôt fin 2019. Peut-être qu'en 2020, on va nous la ressortir. On ne sait pas, pour l'instant. C'est la question. Il reste 10 jours pour trancher. Voilà, donc on va... c'est le mauvais... C'est pas le bon timing. Non, parce que le projet de loi de finances doit être bouclé dans les 10 jours. Ouais. Alors ensuite, il reste encore les amendements, la bataille parlementaire, mais c'est un mauvais timing. Sur l'Iran, les États-Unis et ce qui s'est passé en Arabie Saoudite, est-ce qu'on ne joue pas un peu à se faire peur quand même pour l'approvisionnement, etc. Parce qu'il faudra plusieurs semaines, c'est ça, pour remettre en ordre de marche les installations pétrolières. L'Arabie Saoudite a des réserves. Il faut 6 semaines pour les livraisons, par exemple, en Europe. Il y a la question de l'approvisionnement, et puis il y a la question du climat géopolitique, de l'incertitude. L'incertitude, c'est la pire des choses pour les agents économiques. Et le fait qu'il y ait ce climat actuellement avec l'Iran qui se cache derrière des drones lancés depuis l'Irak ou des missiles de croisière, etc. Avec les Houthis yéménites dont on sait qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir ces outils. C'est un climat épouvantable. Avec Israël, les relations Iran-Israël actuellement en pleine élection Israël, c'est terrible. Et je pense, pour faire suite à ce que disait Alexandra Schwarzbrod tout à l'heure, que Donald Trump devrait intervenir et parce que devrait sortir de cette posture jacksonienne qu'il a adoptée pour l'Amérique en disant les affaires du monde ne nous concernent plus. Il doit intervenir. Il est peut-être temps donc de faire remplissage de la cuve à fioul avant que ça n'augmente pour certains. Pour certains, ça, c'est certain. Les prix de l'essence. Non, mais je pense qu'il y en a certains qui vont le faire. Merci Laurent Mauduit, Yves de Kerdrel et Christophe Bordet pour ce petit déjeuner de l'actualité.